Le vendredi soir à 19h15 dans Smart Bourse, c'est la leçon de trading pour terminer la semaine avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debré à mes côtés en plateau. Romain, bonsoir et bienvenue. Bonjour Grégoire. C'est le sujet des 15 derniers jours, la vente à découvert. Alors ceux qui ont l'habitude d'investir ou de trader connaissent ce mécanisme, mais quand même l'idée qu'il fallait peut-être rappeler un petit peu comment fonctionne la vente à découvert. Je rappelle, c'était le combat de l'armée Wall Street Bets contre les fonds short-sellers, vendeurs à découvert sur le titre GameStop. Comment ça marche et puis surtout, quels sont les risques que prennent les vendeurs à découvert et quelle est la réglementation en vigueur qui encadre ce genre de pratique sur les marchés. Comment on définit la vente à découvert pour commencer, Romain? Alors la vente à découvert, c'est le fait de vendre un actif qu'on n'a pas. En fait, c'est déjà de commencer par vendre quelque chose qu'on n'a pas. Alors c'est pas réellement le cas. Justement, il y a un mécanisme qui permet de le faire. La définition académique, c'est le fait de vendre à terme un actif qu'on ne détient pas au jour de la transaction, mais pour lequel on se met en mesure de le détenir au moment du débouclement de cette opération, au moment de la livraison. Donc c'est un mécanisme de marché à terme, déjà, pour commencer. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vendre à découvert? Alors, on peut vendre plein de choses. On peut vendre des indices, des matières premières, des taux. Voilà. Ce qui va nous intéresser, là, effectivement, c'est plus le marché action, puisque c'est celui qui a fait l'objet de tant d'émotions et de mouvements au cours des derniers jours et des dernières semaines. On va se focaliser vraiment précisément sur le marché européen et la réglementation de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers française, donc, et en Europe. En fait, ce sont les actions du SRD, du service de règlement différé. Donc, c'est ça le mécanisme qui permet de le faire. Ça s'appelait le règlement mensuel historiquement. Donc c'est un règlement à terme qui a lieu. Donc le 3 jours avant la fin du mois boursier, on arrête la comptabilité des positions et puis a lieu le règlement livraison le dernier jour ouvré du mois boursier. Donc ça c'est pour donner le calendrier. Il y a à peu près 250 valeurs qui sont éligibles au SRD. Ouais. Et parmi celles-ci, il y en a à peu près 140 qu'on peut vendre à découvert. D'accord. Donc on ne peut pas vendre dans n'importe quelle action à découvert, en tout cas sur le marché français. Donc il y a une réglementation précise. Ouais, 140 valeurs du SRD qui sont ouvertes à la vente à découvert sur le marché français. Concrètement, comment ça se passe pour vendre un titre qu'on ne détient pas? Il faut qu'on l'emprunte, c'est ça en fait, c'est ça la subtilité, ouais. C'est qu'il existe pour pouvoir vendre un marché de prêt-emprunt de titres, qu'on appelle de prêt-emprunt de titres. Donc les grandes institutions financières peuvent discuter entre elles et aller sur ce marché de prêt-emprunt de titres, chercher les titres correspondants pour leurs clients. Alors ça a évidemment un coût. En fait, la mécanique est la suivante. Imaginons qu'un investisseur ait un titre en tête qui vaut une centaine d'euros. Il considère que dans les jours ou semaines qui viennent, il va baisser à 80. Il décide de le vendre donc, et pour pouvoir le faire, il va aller le chercher auprès d'un fonds, d'un assureur, en fait d'un détenteur d'actions qui a une très grosse position et une position de long terme qu'il a vocation à conserver. Donc c'est ça le principe. Donc il va lui emprunter ses titres, moyennant finance bien entendu, et donc avoir la possibilité de livrer le titre. Il faut savoir que le règlement livraison sur les actions à Paris se fait à J+2, donc 2 jours après le traitement de l'opération. Donc il faut avoir les actions, on ne peut pas vendre des actions qu'on n'a pas et on doit se couvrir et on a une obligation de détenir l'actif qu'on vend. Donc c'est ça le mécanisme. Et puis si effectivement plusieurs jours après le marché, le titre baisse et descend à 80, le vendeur peut acheter l'action sur le marché. Acheter, bien sûr, oui, c'est ça. Et donc déboucler sa position, encaisser son gain, donc l'écart entre 100 et 80% dans notre cas de figure, et rendre les actions à la personne, à l'institution à laquelle il les a empruntées, et encaisser ce gain. Si évidemment le titre, les scénarios se déroulent mal et que l'action monte, il va devoir déboucler sa position, soit de son propre gré, soit forcé s'il n'a plus la couverture, la liquidité pour le tenir, et encaisser la perte correspondante. On en dira un mot, parce que le risque quand on est short-seller et qu'on vend à découvert, c'est quand même qu'on a un risque de perte infini ou quasi infini à un moment. Mais qui sont les opérateurs qui vendent à découvert dans le marché? Est-ce que tout le monde peut vendre à découvert? Est-ce que c'est réservé à cette certaine catégorie d'investisseurs? Quels sont les investisseurs ou les opérateurs qui utilisent le plus ce genre de méthode? Alors, il y a beaucoup de fonds. Ceux qui l'utilisent le plus, ce qu'on appelle des fonds qui ont des stratégies long-short. Ça, c'est le plus courant. À peu près n'importe qui peut le faire, des personnes physiques comme des personnes morales. Il faut quand même un certain niveau d'expérience pour comprendre les mécaniques, notamment la date de règlement livraison, la date de liquidation, le moment où on arrête ses positions, et puis avoir une connaissance boursière suffisante pour être en mesure de calculer et de comprendre les risques et ces mécanismes-là. Donc il y a beaucoup d'éléments à comprendre, mais globalement n'importe qui peut le faire. L'intérêt, c'est de savoir aussi pourquoi. Il n'y a pas que de la spéculation brute et méchante. Il y a aussi cette position, le fait de prendre une position baissière sur le marché, effectivement, c'est aussi des stratégies de couverture. C'est quelque chose d'intéressant à insuffler aussi aux investisseurs qui connaissent moins, c'est de ne pas avoir forcément toujours une position directionnelle sur le marché, mais de se protéger. Donc on peut, alors soit ponctuellement, décider d'avoir une action de long terme dans son portefeuille, décider de la vendre ponctuellement avec ce mécanisme du règlement différé pour se protéger contre une baisse ponctuelle, ou avoir des stratégies donc long short, c'est-à-dire qu'on va
acheter des actions qu'on pense fortes et vendre les actions les plus faibles pour d'une part, utiliser l'écart de rendement entre les deux et puis se protéger en cas de retournement de tendance, considérant que probablement ce sont les actions les plus faibles qui vont baisser plus fort et qui vont être plus rentables quand on est vendeur si le marché devait baisser. Donc il y a des stratégies qui sont plus mécaniques, plus techniques que ce qu'on pense. Et puis il y a aussi des stratégies sur options, de cumuler les options, les positions d'options et les positions d'actions. Donc c'est plus fin que ce qu'on peut croire de prime abord. Oui. Comme souvent, beaucoup d'instruments de marché servent d'abord d'instruments de couverture et deviennent ensuite, parce que les tailles de marché explosent, des instruments de spéculation, pour dire les choses. Mais très souvent, il y a un vrai intérêt pour l'investisseur qui veut soit mettre en place des couvertures, soit réaliser des opérations d'arbitrage, du relatif, du long short. Si on est simplement dans la prise de risque directionnelle, encore une fois, je voulais qu'on le rappelle, ce sont peut-être les vendeurs à découvert, les gens qui prennent le plus de risques financiers dans le marché. Les pertes potentielles sont quasi infinies. Le risque de perte, en tout cas, est quasi infini. Bien sûr, et tout à fait, puisque la valeur d'un actif, sa limite, c'est 0. Donc, on sait ce qu'on peut perdre au maximum. Avec ce genre de position, non seulement on est à contresens du marché si le marché est monté et la hausse théorique n'a pas de limite. Et en plus, on peut se retrouver avec un effet de levier qui peut vous bloquer. Par ailleurs, il y a aussi le risque du coût, puisque ça coûte de l'argent d'emprunter ces titres et donc d'avoir cette stratégie vendeuse. Donc, et puis, il y a le risque complémentaire qui est que ce marché de prêt-emprunt de titres en cas de hausse et de hausse importante peut être asséché et on peut obliger les vendeurs à se racheter. C'est ce qui peut arriver chez des courtiers comme Bourse Direct où on participe au marché de prêt-emprunt de titres et on va chercher tous les jours les positions sur le marché et en cas de hausse, on l'a connu récemment avec l'annonce de Pfizer, un titre comme Air France qui était très vendu et pour lequel le marché s'est asséché et on était obligé de demander à nos clients de se racheter parce qu'on n'a plus de titres sur le marché. Donc il y a vraiment ce danger, c'est une stratégie qui est dangereuse par définition et qui répond à des mécanismes très clairs et qui est contrôlée tous les jours. Que dit l'AMF? Alors, on ne va pas faire toute la réglementation AMF, mais les points clés qui encadrent, en France en tout cas, par l'autorité de marché financier, c'est ce mécanisme de vente à découvert? Alors, les 3 grands points, c'est que quand on est vendeur de plus de 0,2%, position courte nette, qu'on soit un particulier, une personne capital d'une entreprise, du capital d'une entreprise, 0,2%, on doit le déclarer à l'autorité des marchés financiers. Elle ne le déclare sur son site, et on le trouve sur le site de l'AMF directement, qu'au-delà de 0,5% de position courte nette. Donc, on trouve ces positions, c'est lisible, c'est ouvert, c'est disponible. Transparent public. Et public, et on doit déclarer l'évolution de ces seuils tous les 0,1% à partir du moment où on a commencé à faire cette déclaration, et c'est public aussi. Bon. La situation actuelle de marché, est-ce que c'est un marché qui est beaucoup shorté aujourd'hui, Romain, ou pas? Non, très peu. Très peu. Enfin, pas étonnamment, on est sur des points hauts, mais qui est manifestement très peu shorté. Alors, il y a quelques exemples que je voulais vous donner pour l'instant. Il y a Alstom, qui est une des valeurs les plus shortées de l'indice à Paris. Plus de 15% du capital. J'en ai montré d'autres parce qu'elles sont plus connues. Valorec, 8,62%. Ça a augmenté au cours des 3 derniers jours. Donc, au 2 février, c'était 10%. Pour donner la mesure, parce qu'on parle de l'affaire GameStop. Sur GameStop, c'est plus de 100% du capital flottant qui était vendu à découvert. 130, voilà. Donc là, les plus shortés en France, à Paris, vous dites, pour Alstom, c'est 15% du capital. Voilà, donc on n'est pas du tout les mêmes proportions. C'est lisible, transparent et déclaré. Donc, Valorec, on sait qu'il y a 7 fonds qui étaient partis vendeurs au-delà du seuil de déclaration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres pour des plus petites tailles, mais voilà. Casino Guichard, 6,58% avec 5 fonds. Je parle de Neoen aussi, puisque c'est une valeur qui est très suivie par les particuliers, qui est vendue pour près de 4% du capital. Donc, des éléments qui sont intéressants, qui sont des éléments aussi intéressants pour prendre position. Quand on veut investir sur Alstom, il faut avoir quand même ces éléments en tête. Oui, bien sûr, il faut regarder effectivement la part du capital qui est empruntée en vue d'être les intérêts short, comme on dit. Exactement. Bon, on en a parlé, mais c'est vrai que le phénomène GameStop, c'est un phénomène récurrent de short squeeze sur les marchés. Le marché est plein d'histoires de grands short squeeze comme ça qui ont marqué justement des séquences de marché incroyables. Oui, il y en a beaucoup. Je voulais en rappeler quelques-unes. La plus célèbre, c'est celle de Porsche contre Volkswagen en 2008, où là, de redonner des chiffres un peu, parce que c'est quand même des montants qui sont astronomiques. Il y avait 12% du capital qui était vendu par des fonds. 12% du capital de Volkswagen vendu par des fonds. Et le dimanche 24 octobre, Porsche annonce qu'il détient 74% du capital, 42% sous forme d'actions, 31% sous forme d'options. Et vous imaginez la panique. Et il ne reste plus rien sur le marché. Il ne reste plus rien sur le marché, puisque le gouvernement de Basse-Saxe
l'État de Basse-Saxe détient 20% de la position, il reste 6% des actions en flottant. Donc le lundi matin, les vendeurs se rachètent en panique, ils n'ont pas de quoi faire, et évidemment c'est le short squeeze du siècle. Ah oui. Le titre passe de 200 à plus près de 1000 euros, et les pertes estimées pour les fonds sont sont estimées à 30 milliards d'euros. Ça fait pendant quelques heures de Volkswagen la plus grosse capitalisation boursière mondiale en 2008. Je crois qu'elle pesait 30% du DAX à ce moment-là. Et elle pèse 30% du DAX, et ça crée des effets de bord colossaux parce que tous les gérants sont obligés de rééquilibrer leur position pour suivre les benchmarks du marché. Ça a même des effets de bord sur d'autres actions qui sont vendues pour équilibrer les positions dans les indices. Donc c'est gigantesque. Ouais. Bon. Porsche, Volkswagen, évidemment, qui restera l'emblème de ces grands short squeeze. Il y en a eu d'autres, on les a rappelés ces derniers jours. En conclusion, parce qu'il faut qu'on s'arrête, est-ce qu'il y a une recommandation particulière ou, je ne sais pas, une... Il y a deux phrases que j'ai envie de vous donner. Celle d'un spéculateur qui s'appelait Daniel Drew et qui, lui, s'est fait coincer sur une affaire de chemin de fer avec les Vanderbilt. Et lui, il a dit celui qui vend ce qui n'est pas à lui devra le racheter ou aller en prison. Ça, c'est une phrase connue. Who sells what isn't his must buy it or go to prison. Et puis, il y a aussi pour le principe de la vente à découvert et de la vente en général, Peter Lynch qui rappelait que bien plus d'argent a été perdu par les investisseurs qui se préparent à des corrections ou qui les anticipent que dans les corrections elles-mêmes. Ah oui, j'adore. Donc, perd plus de temps d'argent à se positionner short en attendant la correction qu'à profiter finalement de la correction on a perdu de temps et d'argent, bien sûr. De temps et d'argent en anticipant les baisses. Donc, il y a un mécanisme qui va vite quand ça baisse, mais c'est pas souvent le bon timing. Merci beaucoup, Romain. Merci, Romain Daubry avec nous le lundi, le vendredi. Les rendez-vous, vous le savez, avec notre partenaire Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart. Très bon week-end. On se retrouve lundi, donc 12h30 en direct sur Bismart.